Alors bonjour, je me trouve avec Gabriel Leblanc. Gabriel est président de l'Union paysanne, qui est une association qui a pour but de regrouper en une force collective organisée et représentative tous ceux et celles qui sont en faveur d'une agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire. Gabriel est paysan à la ferme de la Dérive, un projet d'agriculture maraîchère situé au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent. Il est aussi diplômé à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'ISC, de ma cohorte entre 2015 et je pense qu'il s'est diplômé en 2017. Donc, je lui passe la parole. Merci beaucoup. OK. Donc, tu veux te présenter, Gabriel, tu es à l'Union paysanne? Oui, entre autres, c'est une de mes implications, là, c'est-à-dire que ben, tout d'abord, en fait, je me définis surtout comme paysan maraîcher là, maintenant. Là, ça fait 4 ans là, en fait, ça fait 4 saisons que je complète en production maraîchère. Donc, c'est ça, j'ai une ferme qui s'appelle la ferme La Dérive, qui est située à Rimouski, au Bic plus précisément. Je produis maintenant des légumes, des fruits, ce genre de choses-là. J'ai aussi des animaux. Puis, c'est ça, dans le fond, la ferme La Dérive, on est enregistré comme OBNL. Donc, j'ai fondé une OBNL en 2017, en fait. Puis, comme tout OBNL, en fait, oui. Point biographique. Donc, tu étais à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'ISC entre 2015 et... Oui, et 2017, je présume. En fait, j'ai remis mon mémoire là, officiellement, je pense, en janvier 2018. Mais oui, c'est ça, j'étais à l'ISE en sciences de l'environnement. Puis c'est ça, j'ai complété ma maîtrise à l'UQAM. Et par la suite, tu as ouvert ton OBNL à Rimouski. Oui, exactement, c'est ça. Ben, il y a des raisons personnelles qui m'ont amené là-bas. Là, c'est-à-dire que j'avais de la famille, mais j'avais aussi des opportunités. Là, les deux sont un peu ensemble. Donc, on m'offrait un terrain là, pour démarrer un projet. Fait que j'ai sauté sur l'opportunité. Ça accompagnait des réflexions, tout ça fonctionnait. Puis, c'est ça, ça s'est développé en OBNL finalement. Puis là, je ne suis plus sur ce terrain-là. J'ai trouvé ma vocation, quoi. Puis là, je suis dorénavant sur une ferme coopérative où j'ai un bail, là, puis tout ça. Puis j'ai mon projet qui est installé là. Donc, c'est un regroupement de personnes, c'est un collectif, marché comment? Oui, ben, dans le fond, ça s'appelle la ferme Sage-Terre. C'est un genre de collectif de projet. C'est-à-dire que Sage-Terre, c'est une ferme, c'est un lieu là, qui accueille des projets qui ont des vocations sociales, je dirais. Puis, c'est ça, nous, on avait une mission. Là, notre objectif, en fait, c'est de permettre l'accès physique et économique à une alimentation écologique et locale pour les personnes qui sont en situation de précarité socio-économique. Fait que c'est ça, notre mission en tant que telle allait un peu dans le sens de la mission générale de Sage-Terre. Donc, c'est ça, lorsqu'on a présenté notre projet, ben, on a été accepté tout de suite, si je peux dire. Tu as présenté ça où? Comment? Tu as présenté le projet où? Dans le fond, à la coopérative. C'est-à-dire que la coopérative accepte les projets à condition que tu souscrives à certains critères. Puis, ben, nous, ça fonctionnait parce qu'on était tout à fait dans le même courant là, de pensée puis de style d'action, dans le fond. Donc, c'est un projet de sécurité alimentaire. On dirait que c'est la problématique plus globale, c'est une question de sécurité alimentaire. Oui, il y a une grande question là, qui est liée à la sécurité alimentaire là-dedans, mais nous, on préfère plutôt parler de souveraineté alimentaire, en fait, qui est un contexte qui englobe à la fois la sécurité alimentaire, mais aussi l'autonomie alimentaire, qui englobe aussi un peu d'autosuffisance alimentaire. Donc, tu sais, c'est pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est un concept englobant, ben, puis qui répond aussi à plusieurs enjeux, dans le fond, qui adresse l'agriculture non pas juste dans son volet pratique agricole, mais vraiment là, dans toute sa compréhension là, agroalimentaire, dans le fond, qui intègre différentes réflexions, là, autant sur la production que sur la distribution alimentaire. Là. Donc, une petite description
spécifiques de comment vous fonctionnez? Ça a l'air de quoi le projet? Ça a l'air de quoi vos horaires, charge de travail? Puis... C'est ça, tu sais, les activités maraîchères, c'est certainement plus l'été, parce que ça prend l'été pour que les légumes poussent, là. Mais aussi, tu sais, j'ai des animaux, là, des chèvres, plus précisément. Puis ça, c'est une job temps plein, 365 jours par année. Il faut être là minimum 2 fois par jour, parfois plus, surtout quand il y a des mises bas, ce genre de choses-là. Puis sinon, l'été, c'est ça, c'est assez chargé. Parce que c'est ça, une journée de travail régulière. Là, tu te lèves le matin, puis tu finis le soir. Puis après, le travail en tant que tel t'occupe l'esprit, je dirais, 24 sur 24. Dans le fond, c'est une job à temps plein, mais comme ton temps est plein. C'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est plus comme un style de vie aussi. Là. Je veux dire, ça s'inscrit dans mes routines. C'est pas vraiment une job. T'sais. J'imagine, légalement parlant, c'en est une, là, mais comme pour moi, c'est vraiment plus je m'occupe. Une occupation, donc c'est une style de vie aussi. C'est ça, exact. Puis aussi, étant donné qu'on a un volet qui est social, l'hiver, je suis aussi occupé. Là, dans le fond, nous, on inscrit nos activités un peu dans le milieu communautaire de Rimouski. Donc, c'est sûr que durant l'hiver, c'est le moment où je dirais que je suis le moins occupé. Mais c'est donc le temps de contacter des organismes, réaliser des partenariats, penser à des projets. C'est vraiment réfléchir sur nos perspectives, comment on veut arriver à nos buts, développer des nouveaux buts, développer des nouvelles méthodes pour y parvenir, contacter différents organismes, voir c'est quoi les besoins, essayer d'arrimer notre mission à leurs besoins, puis tout ça. Fait que, il y a beaucoup de... Je dirais que l'aspect relations publiques, communication s'effectue beaucoup durant l'hiver, puis après l'été, on applique, dans le fond, les projets qu'on a construits. Là. Donc, je vois deux choses là-dedans. Il y a une planification, la planification logistique qui est une des choses qu'on va beaucoup toucher. L'autre, c'est ton équipe. C'est une équipe de combien de personnes? Est-ce que c'est une équipe pluridisciplinaire? Oui, je dirais que c'est assez pluridisciplinaire. C'est-à-dire que parmi, c'est ça, on est comme 3 personnes officiellement là, à, je sais pas, avoir la ferme d'une certaine façon. Il y a moi là, qui a la maîtrise en sciences de l'environnement. Il y a mon partenaire Alex qui, lui, a terminé son secondaire 5. Puis il y a Emilienne qui, elle, a un bac en graphisme, je crois. Fait que, on a des horizons différents. Puis au courant de l'été, il y a tout le temps des gens qui se greffent un peu. Là. L'année passée, il y a quelqu'un qui s'occupait plus de notre aspect communautaire, donc qui s'intéressait au secteur de l'intervention sociale. Donc, c'était plus elle qui assurait le contact direct avec les personnes qu'on souhaitait desservir là, par notre mission sociale. Donc, vous allez directement, vous travaillez directement avec les clients? Oui, c'est ça. Je dirais qu'il y a comme 2 grands volets. C'est-à-dire que, bien sûr, on est une ferme maraîchère, puis on a besoin d'un certain financement, puis donc on vend, on s'autofinance d'une certaine façon. Donc, on a un kiosque à la ferme. On a, l'opportunité d'être sur le bord de la 132, ce qui fait qu'il y a quand même une grande circulation qui se passe là. Puis, on a un réseau de contacts qui s'élargit tranquillement. Fait que lorsqu'on fait un kiosque, il y a des passants qui arrêtent, donc ça nous permet de vendre des légumes. Puis de se financer, puis tout ça. Puis le deuxième volet, c'est vraiment là, avec les organismes communautaires qu'on juge plus à même de pouvoir identifier les personnes dites en situation de précarité socio-économique. On n'a pas nécessairement, je ne sais pas, la structure là, qui nous permet de je ne sais pas trop, de discriminer entre qui cadre dans un certain nombre de critères. Fait que ça, on en remet aux organismes communautaires puis à leurs bénéficiaires. C'est ça, dans le fond, c'est vers eux là, qu'une partie de nos productions est destinée. L'autre côté, tu parlais au niveau de communication, que le travail se fait beaucoup plus l'hiver. Comment tu décrirais le travail de communication? Parce qu'il y a toujours le défi de communiquer, c'est quoi les objectifs. On conceptualise peut-être une réponse à une problématique quelconque, mais après ça, il y a toute la question de comment décrire, comment justifier, et donc, comment tu vois ce problème, comment vous touchez le problème de la communication?
Ben, c'est ça, c'est sûr que on identifie par exemple une problématique qu'on identifie entre autres, c'est que ben, nous on fait ça dans une perspective qui est très écologiste, là, qui est ben, je dirais écologie radicale même, c'est-à-dire que on veut que la planète soit en santé maintenant et sans aucune condition. Là, on n'est pas prêt à discuter puis vendre nos âmes pour y parvenir, disons. Donc, là, je ne me rappelle plus exactement où je voulais aller avec ça. Oh, Non, mais mais c'est ça. justement, si tu dis que vous demandez de l'écologie radicale, après ça, pouvoir décrire cette pensée-là à un public qui est pas nécessairement un public euh, qui va directement être des gens qui vont pas être associés ou vont pas connaître ce genre de problématiques-là. C'est toute une question de communication, éducation relative à l'environnement. Ouais, ben, c'est ça, effectivement, mais c'est ça, dans le fond, j'ai retrouvé mon idée un peu, là, c'est que, tu sais, dans le fond, la problématique que nous, on identifiait, c'est que, tu sais, une façon de pouvoir atteindre une forme d'écologie sociale, de pouvoir, tu sais, parvenir à nos fins, puis, tu sais, créer un monde environnemental. Parfois, tu sais, on va dire que la consommation locale, c'est quelque chose qui est bon, c'est un bon geste que les gens peuvent poser, tu sais, c'est une action individuelle qui est bénéfique, mettons, pour l'environnement, ce genre de choses-là. Néanmoins, ben, c'est vrai dans une certaine mesure. C'est juste que pour nous, c'est une façon un peu discriminante, une solution discriminante un peu parce que la nourriture écologique locale, c'est vraiment cool, mais c'est de façon assez générale, assez dispendieux. C'est-à-dire que c'est une solution qui est accessible à une partie assez privilégiée de la population, là. Donc, vouloir mettre de l'avant juste une alimentation locale, ben, c'est de dire à peu près 80% de la population que ben, toi, tu ne peux pas faire ta part pour l'environnement. Donc, comment on fait pour que ces autres personnes-là puissent avoir accès à notre alimentation? Ben, nous, au départ, on a fait des sacrifices un peu, c'est-à-dire qu'on voulait donner tout simplement nos productions agricoles. Fait que, dans un premier temps, c'est sûr que lorsqu'on contactait des organismes communautaires qu'on leur disait Salut, on aimerait ça vous aider, on a de la bouffe à vous donner. Ben, c'est sûr que les gens sont comme Vous êtes qui? Ça me semble un peu fou, votre idée. Est-ce que c'est un modèle viable? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on s'engage avec vous? C'est pas juste tomber à l'eau tout de suite. Mais on avait nos idées, on était prêts à faire nos sacrifices puis tout ça. Fait que dans un premier temps, c'est vrai que je dirais la première année, là, lorsqu'on contactait les gens, soit qu'on n'avait pas de réponse, ou soit que, ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on parlait avec des intervenants du milieu communautaire, là, soit qu'on n'avait pas nécessairement de réponse, ou qu'on se faisait regarder un peu genre, intéressant, mais dis-moi en plus, peut-être, je ne sais pas trop. Mais c'est ça, avec les années, de revenir pour une deuxième année, de réoffrir la même chose, de revenir pour une troisième année, de réoffrir la même chose, puis là, les gens disent OK, bon, ça a peut-être du sens. Fait que, je veux dire, le discours se construit, l'argumentaire se bâtit, mais il n'y a rien de mieux que la pratique pour venir solidifier l'argumentaire. On est bien bon là, pour théoriser des affaires, mais il faut les mettre en pratique à un moment donné. Puis, ben, nous, c'est ça, je pense, en tout cas, que notre modèle marche parce que ça tient depuis 4 ans, puis on a une 5e année de prévue, puis une 6e même. Fait que c'est ça. Mais nous, c'est ça, déjà, c'est plus facile. Le contact se fait avec, c'est ça, le milieu communautaire, donc les intervenants, intervenantes. Passer le message à ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est un autre défi lorsque vient le temps de parler, mettons, avec les bénéficiaires. C'est-à-dire que, oui, on leur offre de la nourriture. On a bien compris que la gratuité, c'était pas quelque chose qui sollicitait l'autonomie des personnes. Être bénéficiaire, c'est jamais vraiment cool. Puis ça, c'est par la rencontre de d'autres milieux qui nous ont dit, donner, c'est peut-être un peu poussé. C'est peut-être prendre les gens pour des caves. Peut-être que vous devriez charger un minimum. Puis là, à partir de ce moment-là, bon, les ponts étaient plus faciles à construire avec les gens. Juste le fait d'avoir un mini échange monétaire, il n'y a pas besoin d'être gros, mais ça crée un pont, puis une confiance, puis je ne sais pas, une vraie relation. Je l'ai vraiment appris. J'étais surpris. Moi, je voulais donner, puis finalement, on ne voulait pas que je donne. C'est quand même impressionnant, mais ça fait du sens. Ouais. Les gens donnent moins de valeur, on dirait, à des choses qui sont gratuites qu'à quelque chose pour lequel il y a une essence. Ouais, ben c'est ça, Puis c'est vrai, je pensais, il y a quelque chose de, je sais pas, de faire donner des affaires, t'es genre, ouais, mais là, wow, là, moi, quand on me dit, je vais te donner quelque chose, j'ai plus tendance à faire comme non, mais du moment où est-ce qu'on
m'arrive avec une autre approche, mais là, c'est peut-être plus facile de m'avoir de même, de m'avoir en grande guillemets, parce que c'est pas ça qu'on essaie de faire. Ouais. Puis, tu mentionnais la question de la viabilité économique. Mm-hmm. Ouais. Ça a l'air de quoi votre structure financière? Est-ce que vous avez reçu des subventions à un certain niveau? Est-ce que vous êtes complètement subventionné par vous-même? Ben, tu sais, on est partiellement, ben, je veux dire, subvention. On a déjà eu, tu sais, il existe des fonds de soutien à l'action bénévole là, qui sont donnés par tous les députés provinciaux. Mm-hmm. Ben, ouais, c'est ça, c'est les députés. Donc, tu sais, chaque année, on reçoit un 1000 $ de notre député de circonscription que je n'aimerais pas parce que ben, il a été arrêté par la police. Puis, aussi, on recevait, ben, il y a des programmes de subvention du MAPAC, mettons, qui permettent d'aller chercher, de financer l'équipement agricole. Ça, on ne l'avait pas fait jusqu'à cette année. Là, on est en train d'appliquer là-dedans, donc on va pouvoir aller chercher de l'équipement véritablement professionnel là, qui vont nous permettre d'augmenter nos volumes de production. Là, en augmentant nos volumes de production, étant donné qu'on a déjà un volet d'autofinancement, ben, ça va augmenter. Puis ensuite, du moment que tu t'investis dans le milieu communautaire, il y a tout le temps des petits fonds qui apparaissent ici et là pour des mini-projets. C'est jamais des grosses enveloppes. Mais oui, c'est beaucoup la course aux petits 1000 $ qui traînent par là, puis aux petits 2000 $ qui traînent par là. Puis tu sais, il y a un peu de gossage avec tout ça, là. Mais on y arrive. Mais oui, il y a une partie qui vient d'un financement public un peu, là, puis qui permet d'assurer la viabilité, là. Mais... Excellent. Excellent. Puis finalement, bon, ça fait 4 ans que vous êtes dans le milieu, tu comprends un petit peu plus, je pense, ton contexte dans lequel vous vous inscrivez. Un organisme, une organisation, ça prend un certain temps à rentrer dans son contexte social et bien comprendre son contexte environnemental. Après tout ce temps-là, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'intervenir? Qu'est-ce que ça signifie intervenir dans ton contexte social? Qu'est-ce que ça signifie intervenir dans ton contexte environnemental? Ah, ben pour moi, écoute, tu l'as fait aussi, la maîtrise en sciences de l'environnement. La première session, là, cette première session-là, ENV 7000 ou quelque chose comme ça, là, il n'y a rien de plus déprimant que suivre ces cours-là. Là. Tu te rends compte qu'on est complètement fini, genre, puis qu'il n'y a plus aucune solution, puis que on est un peu dans la merde. Fait que, mais finalement, en tout cas, quand tu te ressors de ce milieu-là, tu te rends compte que, bon, tu peux agir. Puis, pour moi, agir auprès des gens, d'abord, pour moi, l'environnement puis les sociétés, c'est comme à peu près la même affaire. Pour moi, il n'existe pas nécessairement de crise écologique. Je parle plutôt d'une crise sociale qui engendre des problèmes écologiques, mettons. Fait que, comme la relation avec les humains, pour moi, est au cœur, mettons, de la question environnementale. Puis de me rapprocher de ces personnes-là, je ne sais pas, ça crée un genre d'espoir aussi, d'une certaine façon. Je pense que c'est nécessaire là, dans la recherche de solutions environnementales que d'impliquer le monde qui sont autour de toi, là, puis d'essayer de comprendre leur réalité aussi, justement. Là. On n'a pas toutes les mêmes réalités matérielles d'existence. Donc, tenir ça en compte dans notre création de solutions, puis éventuellement adapter justement l'intervention en fonction de ta réalité. À un moment donné, là, c'est ça. Tu oublies tes cours NV 7000 puis tu te rends compte que les humains, c'est aussi, je sais pas, une grip qui te permet de pas trop décoller vers le genre on est fini puis tout ça. Fait que, ouais, c'était. Ouais, c'est vrai que ce sentiment de n'est pas être capable de faire quoi que ce soit face à l'immensité, la complexité de la crise dans laquelle qu'on vit aujourd'hui. Hein. Mais moi aussi, j'ai trouvé dans l'intervention, peu importe la taille de la crise, tant que toi, tu sens que tu es actif, que tu es en train de participer à un certain type de solution, ben, ça aide énormément, ne serait-ce que psychologiquement. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est. Moi, l'intervention, d'une certaine façon, c'est ma thérapie. Non, mais je veux dire, ça me permet de. Je veux dire, j'aime ça travailler auprès des gens, puis de réfléchir à des projets qui permettent de véritablement les aider, mettons. Puis ça c'est clair. Puis c'est ça fait rendre compte que il y a moyen d'agir, là, il y a moyen de faire des choses qui servent à des choses, puis il y a des bonnes choses,
Puis, tu sais, je sais pas, moi, ça me garde focusé sur ça. Tu sais, le fait d'avoir, mettons, des objectifs qui sont plus petits que mettre fin au capitalisme, mettons, c'est ça à quoi j'aspire, là, tu sais. Mais, tu sais, de s'attacher à genre, OK, on va commencer par nourrir ceux qui mangent mal, mettons, là. Puis on reverra après là, pour le grand projet là, qui m'habite. Mais tu sais, de faire ça, tu vois que tu franchis pas à pas, tu marches dans une direction. Puis, ouais, c'est ça. D'intervenir tant au niveau environnemental que social, puis de fusionner les deux, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Écoute, merci beaucoup, Gabriel. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir vu. Ouais, c'est cool. Ouais, on va se croiser bientôt, surtout que la pandémie sera finie. D'habitude, je passe par les coins des Rimouski, le Bec, que je vais pouvoir m'arrêter, là. Mais ça, il y aura de la place, en tout cas. Excellent, mais content de te voir. Ouais, salut Andrés. Salut.